Bonjour à tous, je suis Ramata, la sœur de Lamine Dieng. Bien, je ne peux qu'appuyer ce que mes collègues, mes camarades ont déjà dit. Donc je vais tâcher d'être plus concise, plus courte, juste pour illustrer à nouveau leurs propos. Donc l'histoire de mon frère Lamine Dieng, 25 ans en 2007. C'était le 17 juin, il était 4 h du matin. Ça se passe entre 4 h du matin et 4 h 30 du matin. La police est appelée pour tapage nocturne dans un hôtel. Elle arrive sur les lieux, elle dit qu'elle tombe sur l'ami qui se cache entre deux véhicules en stationnement. Et elle interrompt donc sa mission dans l'hôtel pour interpeller la mine. Ils diront plus tard, en 2012, que c'était pour la sécurité de la mine. Donc, c'est un premier équipage qui arrive, composé de 3 policiers, qui va interpeller la mine. Donc, la mine va être plaquée au sol. Ils vont lui faucher les chevilles et il va tomber, il va hurler de douleur. Ce cri va être entendu dans les bâtiments en face au 6e étage. Ensuite, ils vont le menotter sur la nuque, un bras passé par-dessus l'épaule, je vous montre. Il va attacher les chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ils vont le traîner jusqu'au fourgon de police. Ils vont le poser face contre terre et là, ils vont s'agenouiller à nouveau à plusieurs sur lui. On saura qu'il y avait un policier sur l'épaule gauche, un sur l'épaule droite, un sur le bassin et un qui avait replié les jambes jusqu'au fessier et s'était agenouillé dessus. Pendant qu'ils sont sur la mine, il va vomir et respirer son vomi. L'autopsie va révéler plus de 30 hématomes sur le corps de la mine, sur le dos de la mine, dont une dizaine sur la tête. Nous, on va être avertis que la mine est décédée 36 heures après, par téléphone, alors que les faits se déroulent à 500 mètres du domicile familial, par des policiers qui connaissent la mine, parce que il est né, il est mort dans le 20e arrondissement, et que depuis sa naissance, et bien depuis qu'il est gamin, il est contrôlé par ces mêmes policiers, comme tous les jeunes de ce quartier. Donc, la mine va mourir, ils vont faire une première autopsie, qui va conclure que la mine est morte d'une overdose, de cannabis, de cocaïne et d'alcool. Nous sommes convoqués 2 jours plus tard, donc le 19 juin, à l'IGS, voilà, la police des polices à l'époque, qui va nous raconter une version. Une première version par le commissaire, une seconde par un commandant en chef. Déjà là, il y a une contradiction entre les 2 versions. Ils vont accuser la mine d'avoir battu une femme et que cette femme serait entre la vie et la mort. Nous allons porter plainte, nous constituer partie civile, pour obtenir la vérité. Parce que là, on a déjà des doutes sur l'histoire qui nous est racontée. Notre plainte va rouvrir dans une enquête, parce qu'en fait, il y a eu une enquête préliminaire. C'est automatique, mécanique, lorsque quelqu'un décède lors d'une opération de police. Notre enquête va donc ouvrir une nouvelle procédure. Le juge va être nommé plus de 40 jours plus tard. Pendant ce temps-là, le corps de mon frère est à l'Institut médico-légal, sans statut. Donc on va devoir manifester, rapport de force encore une fois, taper à toutes les portes de tous les partis politiques, pour obtenir de l'aide de manière à ce que enfin ce juge soit nommé, qu'une contre-expertise soit menée et que nous puissions enterrer la mine. Donc ça va se faire au mois de juillet. Le juge va ordonner les expertises, il y en a 5, la plus complète, il n'y en a pas plus. Et donc, pour obtenir vraiment tous les éléments et connaître la cause précise du décès de la mine. Donc, les résultats de ces expertises vont arriver dans le dossier fin 2007. Et ils indiquent, en conclusion, que la mine est morte d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Ils vont également dire qu'il y avait un œdème cérébral avec un engagement cérébelleux. C'est-à-dire que sous la pression du policier agenouillé sur la tête de la mine, le cerveau va manquer d'oxygène. Le manque d'oxygène va le faire gonfler. Il va gonfler à un tel niveau qu'il ne va plus pouvoir tenir dans la boîte crânienne et donc il va commencer à sortir de la boîte crânienne par la seule issue possible qui est le trou occipital, une zone qui se trouve au niveau de la nuque. Tous ces éléments nous font penser que le juge va les mettre en examen. Eh bien non. Rien, pendant 5 ans, jusqu'en 2012. 2012, il va les mettre sous le statut de témoin assisté, ce qui leur donne accès au dossier
sans être pour autant inquiétés, et donc ils vont coordonner leur version. Nous, pendant ce temps, pendant ces 5 ans, on se dit, bon, on va continuer à demander des éléments de précision aux experts médico-légaux pour vraiment éliminer tout doute possible. Le juge va accepter, il va les ordonner, on va avoir des résultats qui confirment et qui chargent encore une fois les policiers, mais visiblement, comme ça ne va pas dans le sens souhaité par le juge, et bien il ne va pas en tenir compte. 2014, il va prononcer un non-lieu. Alors, entre-temps, en 2012, nous avons demandé la reconstitution sur la scène de crime, à partir de la cartographie des blessures. Il va la refuser, au prétexte qu'il ne sera pas possible de reconstituer l'état d'excitation de la mine. Un homme seul, non armé, qui menaçait la vie de personne, face à 8 policiers. Au total, il y a 3 voitures de police qui vont arriver, et il y a 8 policiers au total. 2 femmes et 6 hommes. Qu'est-ce qui peut justifier que ces policiers, comme encore une fois, formés à faire face à toute situation, soient dépassés à ce point? Rien. Bref, je continue. Donc le juge prononce un non-lieu en 2014. Nous allons faire appel. 2015, la Chambre de l'instruction de Paris va confirmer le non-lieu. On fait encore appel. Et il va falloir 2 ans à la Cour de cassation pour confirmer le non-lieu. Je reviens en 2012 pour vous expliquer ce qui se passe, parce que le juge va souhaiter une pseudo-reconstitution dans son cabinet. Il va demander aux policiers de lui montrer comment ils étaient positionnés sur le corps de la mine. Il y en avait un qui faisait environ 110 kg. Donc au total, sur le nombre de policiers sur le corps de la mine, c'était 300 kg pendant 30 minutes. Personne ne peut survivre à ça. Évidemment, la mine n'a pas survécu. Et dans le bureau du juge, c'est le greffier qui sert de cobaye. Et le policier va expliquer au magistrat, nous ne pouvons pas menotter le greffier au risque de le blesser. On se dit là aussi que c'est un élément probant, que le juge va tenir compte de cet élément. Eh bien non, on passe. Nous avons fait l'enquête de voisinage, apporté un certain nombre de témoins que nous avons transmis leurs pièces d'identité avec leurs déclarations écrites à notre avocat, transmis au juge. Il va refuser de les entendre, ces témoins. Il va dire que ces témoins n'apporteront aucun élément supplémentaire à l'enquête. Il le détermine sur quoi? Aucun élément concret. Voilà, refus d'entendre les témoins, refus de la reconstitution sur la scène de crime. Il n'y a pas volonté à la manifestation de la vérité. Le juge a tout fait pour protéger les policiers. Et il les a exonérés. Alors que les preuves scientifiques sont là et que les témoignages sont là. Donc, comme le disent mes camarades, la vérité n'intéresse pas les magistrats. Notre dossier, depuis fin 2017, est à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, on attend la décision de la Cour. Plusieurs fois, cette Cour a condamné la France, mais ça ne change rien. Amnesty International a édité plusieurs rapports dans lesquels elle fait des recommandations où elle dit qu'elle s'inquiète de l'ampleur des violences policières en France. Ça ne change rien. L'Association chrétienne pour l'abolition de la torture a sorti un rapport en 2016 qui dit la même chose et qui fait état de plus de 15 personnes en moyenne en France tuées par les forces de l'ordre hors cadre de légitime défense. Et il ne se passe rien non plus. Il n'y a aucune volonté politique de mettre un terme à ces violences policières. Gauche-droite confondues au pouvoir, rien n'a changé pour les violences policières. Aucune victime n'obtient justice. Mais nous, on n'en est même pas là, en fait. On en est juste à obtenir l'ouverture d'un procès. On ne peut même pas obtenir l'ouverture d'un procès, parce que les magistrats ne veulent pas nous donner cette tribune. Donc, que fait-on? Eh bien, je pense que mes camarades l'ont dit. Nous avons essayé d'avertir, nous. Ça fait 12 ans maintenant. On tourne, on essaie d'avertir les gens, de leur dire attention, à fermer les yeux sur... Comment dire ça? À fermer les yeux sur une violence d'État contre une communauté, contre une population, contre une catégorie de la population, c'est prendre le risque, en fait, que cette violence se généralise. Et on y est depuis 2015, depuis 2016. Aujourd'hui, toute la population est ciblée. Alors qu'avant, effectivement, c'était majoritairement les Noirs et les Arabes dans les quartiers populaires.
Vous regardez la liste des victimes, il y a environ 90% qui sont des Noirs et des Arabes. Et les techniques qui sont utilisées, c'est les techniques d'immobilisation policière, la clé d'étranglement, le plaquage ventral et le pliage. Le pliage a tué Ali Ziri, 69 ans, à Argenteuil en 2009. Mon frère a subi la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Adama Traoré a subi le plaquage ventral. Mohamed Boukourou a subi le plaquage ventral. Donc on a lancé une campagne pour interdire ces techniques d'immobilisation qui sont létales et qui ont tué déjà plusieurs personnes. Mais là encore, les seuls à pouvoir changer la donne, c'est la société civile. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'ensemble, on fasse front commun, front uni contre ces violences. Si on compte sur l'État, eh ben on est foutu en fait, parce que notre bourreau, c'est l'État. Surpuissante, avec les lois et les armes. Merci de m'avoir écouté.